Pour moi, la journée du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente? Ça représente une journée de plus dans le combat que je mène pour la liberté des droits des femmes, pour la liberté des droits humains. Donc on profite de cette journée tout simplement parce qu'elle est plus médiatisée que toutes les autres. Du portrait, du parcours de notre invité en ce 8 mars pour célébrer les femmes sur la radio africaine. J'ai décidé d'accueillir une femme combattante, une femme dans la lutte. J'accueille Blandine Diafoutrois. Merci de nous rejoindre, Blandine. On vous appelle également Makongo ou même la Dame de Fer. Alors vous êtes actuellement secrétaire générale du RCK, secrétaire technique de la coalition et présidente de la souveraineté panafricaine. Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Alors, tout d'abord, quel sens prend cette journée internationale des droits des femmes? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Blandine? Alors, bonjour à Salsa, merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre émission et un petit bonjour, un petit coucou à tous les éditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors pour moi, la journée du 8 mars, qu'est-ce qu'elle représente? Ça représente une journée de plus dans le combat que je mène pour la liberté des droits des femmes, pour la liberté des droits humains. Donc on profite de cette journée tout simplement parce qu'elle est plus médiatisée que toutes les autres, parce qu'on a les médias qui viennent vers nous, on a la volonté internationale qui veut que tout le monde ce jour-là regarde la femme comme une autre personne et pas comme un être humain. Donc on profite de cette journée, mais sinon pour moi c'est pas une journée spéciale, tout simplement parce que tous les jours au quotidien je me bats pour que la femme soit mise au plus haut niveau, à sa place tout simplement, à la place où l'homme, où le Dieu, on va dire, notre Dieu qui a créé la terre, l'a mis au commencement du monde. Alors comment on devient une femme engagée, comment on devient une femme combattante, Blandine? Je ne sais pas vous dire comment m'est venu l'instinct. Tout simplement, c'est quelque chose qui a toujours été au fond de moi. C'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué, même en étant petite. Je pense que si je me rappelle au plus loin de moi, je me battais parce que on n'arrivait pas, parce qu'il n'y a pas de justice. Voilà, je crois que c'est ce manque c'est l'injustice qui a fait appel à moi, cette volonté de me battre contre justement cette masse masculine, on va l'appeler ainsi, qui dirige le monde, qui contrôle le monde. Et c'est ça qui m'a poussée à me battre, c'est la justice. Ce qui vous a dirigé vers des études de droit, parce que vous avez suivi une scolarité de la maternelle à l'université René Descartes. Vous avez arrêté vos études en deuxième année de droit, les études que vous reprenez par correspondance. Aujourd'hui, c'est très important pour vous de reprendre le chemin de l'instruction, du savoir, de l'enseignement. Tout à fait, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'estime qu'une femme forte, tout d'abord, d'être une femme instruite. Instruite pas seulement par rapport à ses titres universitaires, mais instruite par rapport au savoir, par rapport aux connaissances que nous sommes amenés à côtoyer chaque jour. Une vie est une expérience, donc c'est un savoir. Donc c'est important qu'une femme qui s'affirme doit avoir les bagages essentiels pour pouvoir justement se défendre face à je reviens encore à cette masse masculine qui contrôle le monde. L'objectif également, c'est de retourner et vous rendre utile à votre pays, la RDC. Tout à fait. Donc moi, je proviens de la République démocratique du Congo, le pays de mes pères, le pays de mes ancêtres, mais je suis tout d'abord africaine. Je suis profondément africaine. Je suis aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, qu'au Mali, qu'au Burkina Faso, qu'en Afrique du Sud, qu'en Centrafrique. Tous ces pays-là, je m'identifie parce que c'est la terre de mes ancêtres, c'est la terre où je suis née. Et effectivement, j'aimerais un jour pouvoir retourner dans mon pays, en République démocratique du Congo, ou dans n'importe quel autre pays africain, et faire de la politique et faire valoir les droits des femmes et les droits des hommes. Alors, vous êtes secrétaire général du RCK, secrétaire technique de la coalition et présidente de la souveraineté panafricaine. Alors, pourquoi avoir rejoint le mouvement? Et le RCK, c'est quoi en quelques mots? Alors, le RCK, c'est les résistants combattants du Congo. C'est mon mouvement du sang, si je peux dire ainsi, et la souveraineté panafricaine, c'est mon mouvement du cœur. D'accord. Tout simplement, pourquoi? Parce que la résistance qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, il a poussé excusez-moi, je vais reprendre un peu pour les auditeurs, excusez-moi un peu. Oui. C'est un peu le stress, hein, même si c'est une journée particulière, mais c'est quand même un petit stress en plus d'être aujourd'hui entendu par des millions de femmes et des millions d'hommes qui veulent savoir pourquoi effectivement je me suis engagée. Donc le RCK, c'est les résistants, c'est les hommes et les femmes de la République démocratique du Congo qui se sont levés ici dans la diaspora tout d'abord pour dire non à toutes les atrocités qui se passent en République démocratique du Congo. Si je me suis engagée profondément dans cette lutte et dans ce mouvement, c'est parce qu'on défend les viols utilisés comme armes de guerre. C'est parce qu'on défend d'abord la valeur humaine et la valeur de la femme. Aujourd'hui, je vais lancer un petit coucou à mon président Jean-Martin Salibonguenge qui, pour beaucoup d'autres présidents, beaucoup d'hommes, ne m'aurait pas laissé la place que j'ai
aujourd'hui au niveau de ce mouvement, tout simplement parce que je suis une femme de caractère, parce que je suis une femme qui s'impose, je m'impose effectivement de face aux hommes, je n'ai pas froid aux yeux et je dis ce que j'ai à dire et cet homme-là m'a laissé de l'espace, tout simplement parce qu'il a compris qu'une femme à côté de soi, c'est une complémentarité et c'est pas du tout une rivale. Alors justement, dans ce mouvement, il y a peu de femmes, vous êtes peut-être la seule femme, vous évoluez dans ce milieu qui est très masculin. Alors comment il faut se comporter, comment vous faites pour faire entendre votre voix jusqu'à qu'on vous appelle la Dame de Fer et justement que vous ayez des responsabilités importantes au sein du mouvement, Blandine? Alors je me suis, comme je l'ai dit, je suis imposée, j'ai un caractère assez de force, je suis de nature de taureau, je suis de signe taureau, donc j'ai quand même un caractère qui s'impose. Donc à part cela, je pense que je suis assez compétente. Je me suis investie corps et âme dans la lutte pour la libération du Congo. Et je suis peut-être la seule femme mise en avant, peut-être parce que je me suis imposée, mais il y a beaucoup de femmes qui gravitent autour de ce mouvement. Donc je passe le bonjour à toutes ces femmes qui ont milité auprès du RCK et qui continuent à militer, même ceux qui sont encore dans l'ombre. Donc ça a été difficile, mais je pense que quand on est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller et qui sait s'imposer, même dans la douceur, on arrive à s'imposer dans un monde d'hommes. Comment on fait pour concilier sa vie de maman, sa vie d'étudiante, sa vie de femme et ce côté révolutionnaire, ces engagements? Comment on fait pour tout concilier et garder un équilibre? Je crois qu'on n'arrive jamais à tout concilier. Il y a des moments où on est à 100% dans les deux, on arrive à tout faire. Et il y a des moments où on n'arrive pas à tout faire parce on est humain, on est une femme et la nature veut que la femme soit accablée de tous les maux, de tous les malheurs, qu'elle ait à tout apporter, mais en même temps qu'elle n'ait pas le droit de prendre la place de l'homme ou du père, qu'elle n'ait pas le droit de prendre la place du patron. Mais voilà, j'essaye tant bien que mal de concilier le tout, d'élever mes 5 enfants. Et encore une fois, j'ai eu 4 garçons. Donc je suis encore même au sein de ma... Quel est le regard que portent vos enfants sur vous et vos activités, cet acharnement? Alors, au début, il y a eu une incompréhension de pourquoi maman se battait. Et après, au fur et à mesure des années, maman leur a expliqué pourquoi je me bats. Que si je me bats aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour maman, c'est surtout pour eux. Parce qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, demain, ce sera des adultes et ils représenteront justement cette nation. Et c'est en même temps une façon de leur inculquer les valeurs humaines, les valeurs de respect, les valeurs de notre culture africaine, puisque je le répète encore une fois, je viens de l'Afrique. Donc cette valeur africaine que je porte en moi, profondément, je veux la transmettre à mes enfants et je vais la transmettre à tous les enfants du monde. Donc aujourd'hui, j'ai des enfants qui m'épaulent, qui me soutiennent, qui me comprennent et qui participent. Hein, il y en a un qui est accroché à la radio, qui doit m'entendre, qui ne va peut-être pas intervenir parce qu'il n'aura pas le courage, mais qui écoute sa maman et je fais un petit coucou donc, à mon grand garçon qui m'écoute actuellement. Et le regard que portent vos proches, votre entourage, vos amis sur vos activités, est-ce qu'ils n'ont pas peur pour vous? Ils ont peur. Il y a d'abord cette incompréhension au départ, hein, comme je l'ai dit, aussi bien de la part de mes enfants que de mes proches, mais aussi cette peur de savoir que en étant femme dans un milieu d'hommes et surtout dans un milieu tel que la politique, puisque en plus d'être activiste, je fais de la politique, puisque souvent beaucoup de militantes rejettent un peu cette part politisée, mais nous faisons de la politique. Quand on se bat, on se lève pour une cause, c'est parce qu'on veut que les choses, les règles, les institutions changent et qu'ils abondent dans notre sens. Donc nous faisons de la politique et c'est vrai que mes proches ont souvent peur pour moi parce que je navigue un peu dans un océan où je ne vois pas le bout. J'aimerais pouvoir connaître le bout et le poser même, mais je ne le vois pas encore, donc c'est vrai que ça fait peur. Mais je leur demande de continuer à m'épauler, d'avoir confiance en moi et je pense que j'en invite beaucoup à me rejoindre et je pense que ainsi ils pourront m'inculquer encore plus de force pour pouvoir me battre et continuer. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? Personnellement, oui. Sans mentir, je dirais oui. Il m'arrive d'avoir peur. Ma peur, c'est de ne pas pouvoir arriver à poser les bonnes bases pour que la génération qui est à côté de moi ou qui est derrière moi puisse continuer. C'est ça ma peur. Parce que quand je vois comment nos ancêtres, enfin pas nos ancêtres de très longtemps, quand je regarde les Angela Davis, quand je regarde les Patrice Lumumba, quand je regarde les Thomas Sankara, c'est pas très longtemps, il y a 50 ans, il y a 60 ans, on n'a pas pu, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, qui reprenons le flambeau, on a eu un temps de vide de 40 ans passés où on n'a pas pu tout justement continuer cette lutte. Et je me dis que si on avait pu, à l'époque, juste derrière eux, reprendre la lutte, les choses auraient évolué autrement. Et c'est cette peur-là qui n'est pas juste derrière moi, à la seconde près, une masse de jeunesse, de femmes ou d'hommes qui reprennent cette lutte et qui n'arrivent pas à la faire. Alors, est-ce que vous avez des modèles de femmes militantes, de femmes révolutionnaires, des femmes qui vous ont inspiré?
Alors, vous avez mis au départ de cette émission la chanson Tracy Chapman. Oui, parce que ça a été une des premières femmes, je pense, artistes, musiciennes, vers qui je me suis retournée, puisque elle chantait vraiment, ses chants venaient du cœur, et on sentait en elle des blessures qui m'ont atteinte. Et à part ça, il y a beaucoup de femmes, je vous ai cité Angela Davis, nous avons aussi Winnie Mandela, nous avons beaucoup de femmes anonymes. J'ai aussi, à travers les Amazones, puisque je suis aussi membre d'un grand groupe qui vient de reprendre naissance, si je peux dire ainsi. Ce sont les Amazones africaines. On a fait d'ailleurs la traversée récemment, le 17 février 2018, de Place d'Italie jusqu'au Panthéon. Donc je fais aussi un petit coucou à Maïliba, qui est aussi une artiste engagée des femmes, mais également il y a aussi des hommes qui m'ont inspiré. Je citais tout à l'heure Lumumba, je citais également Malcolm X, qui m'a peut-être un peu plus inspiré que notre pasteur, notre grand pasteur également Martin Luther King, puisque pourquoi? Parce qu'il avait cette douleur qui l'habitait, et cette douleur qui faisait que sa force de lutte était beaucoup plus frappante, si je peux dire, plus pénétrante qu'a pu l'être celle de Martin Luther King, du moins à mon sens. Alors vous avez milité dans différentes associations avant de vous impliquer au sein du RCK, SOS Racisme, Black Panthers, dans le domaine du travail, la CGT en tant que déléguée syndicale. En fait, c'est tout un parcours et c'est toute une vie d'engagement et de militantisme. Tout à fait, parce que je pense que chaque expérience est bonne pour pouvoir justement mener cette lutte, aussi bien au niveau des droits des citoyens ou des droits constitutionnels ici en France, le pays d'hôte où nous habitons. Il faut connaître son adversaire, il faut connaître ses partenaires, il faut connaître son ennemi, et je pense qu'il n'y a pas mieux que d'être dans diverses associations, dans divers mouvements qui luttent justement pour la même chose à la finale, c'est le droit des êtres humains, le droit de la femme en priorité. Et par contre, je suis ici surtout aussi parce que je veux mettre en avant le viol utilisé comme arme de guerre. J'en ai parlé au début de l'émission parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce que la gravité de ce viol est tellement énorme que les gens ont peur d'en parler, parce que derrière, il faudrait effectivement qu'il y ait une justice qui soit aussi à la même hauteur. Et malheureusement, il n'y a pas cette justice-là en Afrique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Ce qu'il faudrait faire selon moi, ce serait déjà de mettre en avant les vraies problématiques qui poussent à ce que ce viol soit réalisé. Et les problématiques qui poussent à ce que ce viol soit fait réaliser en République démocratique du Congo, se trouve ici, en Occident. Cette problématique-là s'appelle tout simplement le capitalisme. Le besoin d'argent, le besoin du pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là, cette recherche de la richesse éternelle qui pousse des hommes qui sont nés comme nous tous, qui ont un cœur comme nous tous, mais qui arrivent à un moment donné, se séparent de la nature humaine et veulent aller plus loin en essayant d'avoir plus de richesse. Et c'est ça qui pousse ces hommes-là à aller à travers leurs multinationales, en République démocratique du Congo, en Inde, au Liban, en Centrafrique, violer des femmes, pousser des rebelles, des milices, violer des femmes telles qu'elles sont violées en République démocratique du Congo, pas un viol commun, je le rappelle, un viol atroce, dans lequel l'objectif c'est de détruire l'appareil génital de la femme, c'est de détruire sa matrice pour qu'elle ne puisse plus produire et pour qu'elle sente la moins humaine possible. C'est-à-dire que même que lorsque l'on se trouve à l'extérieur, cet engagement contre ces viols, c'est une voix qui se fait entendre, et c'est important, même si on n'est pas sur place en RDC, de militer dans ce sens. C'est important parce que ces femmes là-bas qui sont en République démocratique du Congo n'ont pas de voix, n'ont pas de liberté d'expression, n'ont même pas la possibilité d'avoir un seul média à côté d'elles pour pouvoir décrire ce qu'elles ont subi. Et cette peur, et encore quand elles arrivent à le faire, vous voyez les femmes en Centrafrique, elles ont réussi à parler, elles ont réussi à dire qu'elles ont été violées par les militaires, mais qu'est-ce qu'il en résulte? C'est que ces militaires-là ont été relaxés alors que les preuves étaient là. Donc même quand elles ont le courage d'en parler, derrière, elles ont la justice qui s'abat encore sur elles et qui disent que vous avez menti, que c'est faux. Donc c'est important pour nous qui ne vivons pas directement, qui avons cette liberté d'expression, de pouvoir dire que ce n'est pas faux ce qu'elles vivent là-bas, c'est une réalité, une triste réalité, et que la justice doit se faire. Qu'on soit militaire, qu'on soit président, qu'on soit un simple ramasseur de pierres, si on est coupable de ce crime, on doit être puni à juste titre. Alors au téléphone, il y a une personne qui insiste depuis tout à l'heure. Bonjour, qui est là? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Allô? Allô, bienvenue, on vous entend, on vous écoute, allez-y. Oui, bonjour. Je suis déjà très satisfait de participer à l'émission. Bienvenue. Voilà, donc je m'appelle Sinclair Bidjan Tikaya et j'apprécie en fait votre invité qui a une force vraiment en elle.
Et je pense qu'il faut effectivement réveiller un tout petit peu l'Afrique sur certains sujets. Et les panafricanistes, ça c'est quelque chose de magnifique. Beaucoup de gens ne s'identifient pas en Europe de là où ils viennent, de ce qu'ils sentent. Ils ont honte peut-être de ce qu'ils sentent. Moi, je trouve en cette dame, en fait, une magnifique, je dirais, un rayon de soleil. Hein, je tiens à lui féliciter et peut-être à lui remercier effectivement de passer à l'antenne et se battre ainsi. Mais bon, c'était juste pour un petit clin d'œil, pour apprécier effectivement ce que cette dame fait. Eh ben, elle est élargie, en plus, elle est élargie sans point d'action dans toute l'Afrique, c'est bien. Elle n'est pas que congolaise, elle est camerounaise, elle est centrafricaine, telle qu'elle a dit, c'est magnifique. Et beaucoup, en fait, restent un peu figés sur un comportement ou un objectif qui n'est vraiment pas les leurs, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Je tenais juste à la remercier. C'est gentil. Et vous aussi, bon, de bonnes fêtes de la femme. Merci. Voilà, c'est le petit clin d'œil et je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre appel. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous rappeler les actions actuelles? Quelles sont les actions que le RCK mène en ce moment? Alors nous avons mené, nous continuons à mener des actions toujours contre le régime dictatorial et sanguinaire de Hippolyte Kanambe, de son vrai nom, et alias Joseph Kabila. Oui. Donc les actions que nous avons menées dans le passé concernant, si je ne peux parler que du viol aujourd'hui, mais aussi des actions politiques qui ont été très médiatisées. Mais si je parle du viol, ce sont les actions des marches. On a fait une marche il y a quelques années, il y a 5 ans de cela, Paris-Bruxelles. Oui. On a marché à pied de Paris jusqu'à Bruxelles. Wow. Un groupe au début de beaucoup de personnes et au fur et à mesure de la dureté du parcours un peu moins, et à l'arrivée, à la finale, encore beaucoup plus de personnes. Cette marche-là a été la première des marches organisées par le mouvement du RCK pour justement dénoncer ce fait de viol utilisé comme arme de guerre. Et si j'en reviens à celui que nous avons fait ici en France, on a parcouru pendant 12 jours 43 villes sans repos, dans lesquelles on a été dénoncé dans chaque commune, demander à chacun des maires, puisque je vais juste reprendre, vous m'avez parlé tout à l'heure des solutions, quelles sont les solutions qu'on peut apporter à ce problème, comment est-ce qu'on peut solutionner tout justement et mettre fin au viol utilisé comme arme de guerre. Tout simplement, si on se réfère à cette masse masculine qui gouverne le monde, qui contrôle le monde, on va dire l'Occident, les Occidentaux, les multinationales, ils ont eux-mêmes produit des résolutions qui permettent justement de mettre fin à ces viols utilisés comme armes de guerre. Ces résolutions-là se font à partir du moment où un État est incapable lui-même, judiciairement et politiquement, d'y mettre fin. Et c'est le cas en République démocratique du Congo, c'est le cas, on l'a vu en Centrafrique. Si on élisait prochainement une nouvelle personne à la tête du pays, il pourrait changer les choses? Il pourrait changer les choses, il devrait changer les choses. Mais cette personne-là, si on devait l'élire, on devrait regarder où on fait notre choix. Parce qu'aujourd'hui, le choix qu'on donne au peuple congolais, au peuple africain en particulier, c'est toujours pas le choix du président idéal pour le peuple africain. Et le président idéal, c'est pas le super-homme, c'est pas la super-femme, c'est juste celui qui a du cœur, qui sait que avant tout, on gouverne un pays, mais on ne gouverne pas un pays vide. On gouverne d'abord des hommes et des femmes qui ont un besoin réel. Et ce besoin réel du peuple africain, c'est d'être considéré comme des êtres humains, de pouvoir bénéficier de leur richesse, puisque l'Afrique est immensement riche. Aujourd'hui, cette richesse-là permet aujourd'hui de faire tourner le monde entier. Oui. On ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. La richesse de l'Afrique permet de faire tourner le monde entier. Toutes les multinationales qui ont des chiffres d'affaires de millions et de milliards puisent leurs produits bruts en Afrique. Donc ça, on ne le dit pas assez. Et donc, il faudrait juste qu'il y ait cet homme-là ou cette femme-là, qui ait cette considération-là pour l'être humain, pour le peuple africain, pour qu'il soit élu président. Et je pense que nous l'avons ici dans la diaspora, nous en avons beaucoup. Nous avons au sein du RCK, nous avons notre président qui l'est aussi, mais au sein de beaucoup d'autres mouvements qui sont ici au niveau de la diaspora, où on a ces femmes et ces hommes qui sont prêts aujourd'hui à devenir des présidents, non pas seulement pour le titre, mais surtout pour redonner le droit et la valeur aux hommes et aux femmes africaines. Avant de conclure et de vous laisser les 2 dernières minutes pour dire ce que vous avez envie de dire, qu'est-ce que vous avez envie d'adresser comme message aux femmes qui ont envie aussi de s'engager, de lutter, de combattre? Quels sont les conseils que vous avez envie de leur donner? Alors, je vais juste reprendre un petit passage de mon expérience. C'est-à-dire que dans beaucoup de choses où j'ai fait dans ma vie, je suis arrivée à des situations où je me suis retrouvée contre le mur, où j'ai eu des difficultés, mais à chaque fois, je me retrouvais à jouer un rôle important
dans l'entourage où j'arrivais, je suis passée par un centre d'hébergement où j'ai rencontré des femmes qui venaient d'Afrique, qui venaient de Russie, qui venaient d'Inde, qui venaient de beaucoup d'autres pays. Et dans ces femmes-là, j'ai retrouvé justement cette envie de vouloir changer les choses. Mais malheureusement, elles n'avaient pas cette capacité, elles n'avaient pas les moyens, elles ne maîtrisaient même pas la langue française. Et à travers mon passage dans ces centres, j'ai pu inspirer ces femmes-là. Alors je demande à ce que toutes celles qui ont la possibilité, qui parlent français, qui le maîtrisent, qui l'écrivent, qui ont des diplômes extraordinaires, ne pas avoir peur tout justement de vouloir s'engager. Il faut s'engager parce que à la base du monde, c'est la femme. On a beau nous dire la femme a été faite pendant qu'on a endormi l'homme et qu'on a pris un bout de sa côte, mais quand Dieu a donné une puissance énorme de donner la vie à un être, à une femme en l'occurrence, c'est que cette femme-là, cet être-là est important, elle est grandiose, elle est forte. Donc c'est ça que vous devez vous dire, femme. Quand on est capable de donner la vie, et ça c'est pas donné à tous les êtres humains, c'est que quelque part on est voué à continuer à la donner, à la protéger, à la défendre. Donc toute femme est préconisée pour être une femme militante, une femme combattante, une Amazone de l'Afrique, une Amazone du monde pour défendre ses valeurs et ses convictions. Il reste 2 petites minutes, vous pouvez les utiliser comme vous le désirez. Alors, un message d'abord pour les Congolais. J'invite les Congolais. Le RCK est un mouvement politique, un mouvement de militants, mais c'est aussi un mouvement qui recueille tous les autres mouvements panafricains. La souveraineté panafricaine en est une preuve. Les Amazones en est une nouvelle preuve. Je demande à tous les Africains de venir vous unifier. On demande l'unité. L'unité, ce n'est pas une unité des mœurs, ce n'est pas une unité des égos, c'est une unité des valeurs. Et la valeur africaine aujourd'hui est un point culminant qui peut nous rassembler tout autant que nous sommes, quel que soit notre pays, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos ambitions politiques. Il faut que nous convergeons et que nous puissions travailler ensemble. Et un dernier petit coup d'œil, c'est à la jeunesse. J'admire aujourd'hui, même si les raisons sont des fois pour des besoins capillaires ou pour un effet de mode, toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui restent avec des cheveux naturels, reprennent les tissus des mamans, mettent leur pagne. Je leur demande de continuer ainsi. Même si c'était un effet de mode de départ, imprégnez-vous de cela, que ça devienne quelque chose de plus profond parce que c'est sur vous. Vous êtes nos élites de demain. On veut pouvoir vous inculquer ces valeurs-là pour que demain vous sachiez où vous allez aller. L'Afrique est un terrain immense qui ne demande qu'à être construit. Et c'est vous, cette jeunesse-là, qui allez nous la construire. Alors aujourd'hui, pour la journée du 8 mars, les femmes, on se lève, les femmes, nous sommes des femmes combattantes, résistantes des Amazones. Je vous fais un gros bisou, un gros coucou à toutes ces femmes. Et puis la lutte continue. Merci. On recevait la dame de fer Makongo, Blandine Diafoutoua, très engagée, une femme militante, et on avait vraiment très envie de la recevoir pour faire son portrait. Elle est secrétaire générale du RCK notamment. Merci beaucoup Blandine d'être venue. Merci à toi. Vous pourrez télécharger l'interview dans quelques minutes et la suite c'est au son du reggae avec Jean-Jacques Berthieu et ses invités juste après la pause. À très bientôt Blandine, merci. Merci à toi. Super. Ça va, j'ai déchiré, Fatou, elle est contente.